Bon, tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui gèrent au coffre de m'avoir invité à présenter ce travail. C'est un peu un exercice inhabituel pour moi parce que je suis avant tout un chercheur et un universitaire. Donc je parle souvent devant des publics, mais d'habitude c'est des publics de chercheurs et c'est des articles scientifiques. L'article que je vais vous présenter, c'est un article qui a été publié, qui découle de mes recherches, mais qui a été publié dans la presse. En l'occurrence, c'est un article qui a été publié le 27 mai dernier dans le quotidien Libération. Et c'est un article que j'ai coécrit avec un économiste qui s'appelle Steve Keen, économiste australien qui s'est fait connaître du grand public en 2008, puisque dès 2006, Steve Keen avait prédit la crise des subprimes. Avec Steve, on est absolument convaincu qu'une catastrophe s'annonce, et comme le disait tout à l'heure monsieur, que cette catastrophe n'est pas derrière nous, mais devant nous. La bonne question n'est pas de savoir si elle va se produire, mais quand est-ce que cette catastrophe va se produire. Alors je vais vous exposer les raisons pour lesquelles je pense que cette catastrophe va se produire. Je vais commencer par un peu de théorie. Je suis désolé, j'ai conscience que on est en milieu d'après-midi, mais je vais commencer par un peu de théorie. Je vais vous parler d'un économiste qui était inconnu du grand public jusqu'en 2008, qui s'appelle Hyman Minsky. Hyman Minsky, qui s'est fait connaître en 2008 justement, tout le monde en parlait, Le Figaro, Libération, enfin tous les journaux en parlaient, et surtout les banquiers centraux, parce que c'est quelqu'un qui a analysé le rôle que joue la dette privée dans l'économie et les cycles économiques qui sont liés à l'existence et à la dynamique d'une dette privée. Ensuite, je vous parlerai des morts vivants de la dette, et donc je vous indiquerai quels sont les pays, selon nous, qui aujourd'hui sont des pays à risque, les pays qui risquent d'entraîner les autres pays dans la crise financière. Et enfin, je vous parlerai des solutions qui existeraient pour éviter une nouvelle crise. Si cela vous intéresse, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, Steve Keen a publié cette année un ouvrage qui s'appelle « Can we avoid another financial crisis ?» Et donc, quelles seraient les solutions pour éviter une nouvelle crise financière ? Il me semble que cet ouvrage a été traduit au lien qui libère. Peut-on éviter une nouvelle crise financière ? Donc, je ne présenterai pas l'annexe, faute de temps. Alors, d'abord, un mot sur cet économiste Hyman Minsky, qui s'est fait connaître effectivement du grand public en 2008. Alors, Hyman Minsky est mort en 1996, mais il avait très précisément décrit les évolutions du capitalisme qui sont liées, qui amènent à des crises financières récurrentes, et en particulier en lien avec la finance. Alors, Minsky soulignait que le capitalisme est un système instable, et que ce qui fait sa force, c'est aussi ce qui fait sa principale faiblesse, c'est-à-dire que l'encouragement à la prise de risque. Minsky, pour vous le situer, a été l'élève de Joseph Alois Schumpeter, que vous connaissez peut-être, et il avait travaillé avec Schumpeter effectivement sur les cycles. Alors Schumpeter était plus sur les cycles d'innovation, Minsky, lui, c'est plus les cycles d'origine financière. Donc Minsky soulignait que les cycles et les crises dans le capitalisme sont principalement liés à l'évolution de la dette privée. Alors, comment ça se passe dans les grandes lignes ? Donc, au début, avant qu'une crise se déclare, vous avez de l'innovation. L'innovation est à l'origine de la croissance. Donc, la croissance se fait. Les profits rentrent. Les entreprises qui, au début, étaient trop prudentes, au début du cycle, commencent à prendre de plus en plus de risques au fur et à mesure du cycle. Elles commencent à prendre de plus en plus de risques. Et de la même manière, les banques qui, au début du cycle, sont trop prudentes, vont commencer à accepter des structures de dette qu'elles n'auraient pas acceptées avant la crise. Donc ça, c'est le début du cycle. C'est pour ça que Minsky parlait de paradoxe de la tranquillité. C'est pendant les périodes de calme que se préparent les prochaines crises. Pourquoi ? Parce que les entreprises prennent de plus en plus de risques,
C'est ce qui permet la croissance, c'est ce qui permet l'innovation, c'est ce qui fait le charme du capitalisme, cette prise de risque, le fait que les entreprises prennent de plus en plus de risques au fil du cycle, mais c'est aussi ce qui va préparer la prochaine crise. Parce que les banques, au fur et à mesure, vont accepter des structures d'endettement qu'elles n'auraient pas acceptées avant la crise, et les entreprises vont prendre des risques de plus en plus inconsidérés. Voilà. Donc l'idée de Minsky était la suivante, et les agents, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des entreprises, la plupart des intervenants sur le marché financier, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas forcément mieux informés que tout le monde, même s'ils essayent d'avoir un maximum d'informations. Et donc, ils partent toujours du postulat que les autres sont globalement bien informés, mieux informés qu'eux, ce qui fait qu'au fil du cycle, on aura de plus en plus de prises de risque. Et puis, à un moment, ça se retourne. C'est ce que les banquiers centraux, et en particulier Jean-Claude Trichet, ont appelé un moment Minsky, ou Ben Bernanke, qui était le président de la Réserve fédérale, moment Minsky, à un moment, ça se retourne. Donc, à un moment, les anticipations se retournent. Le marché se rend compte qu'il y a une grande partie de la dette qui ne sera jamais remboursée, et on repart pour un nouveau cycle. Voilà, donc Minsky avait théorisé ça. Et d'ailleurs, le grand paradoxe, c'est que maintenant, tout le monde parle de Minsky, tout le monde en a parlé au moment de la crise. Avant la crise, ceux qui avaient le mieux lu Minsky, et le plus lu Minsky, c'était les traders de Wall Street. Bon, donc je vous ai expliqué ça, et donc on a ce cycle d'origine financière. Alors à ce cycle d'origine financière, on peut ajouter quelque chose dont Minsky ne parlait pas, mais dont parlait Keynes, et dont parlait un autre économiste qui s'appelle Michel Kalecki. D'après cela, d'après Kalecki, vous avez, et Fischer aussi, Irving Fischer, qui avait très bien expliqué ces cycles de dette dans les années 30. Une expansion provoque une baisse du chômage. L'expansion va provoquer une hausse du prix des matières premières, et en particulier du pétrole, parce qu'il y a plus de demandes. Donc ça va accroître la charge de la dette. Comme ça accroît la charge de la dette, au bout d'un moment, les profits vont être inférieurs aux profits qui ont été anticipés par les investisseurs. Et au bout de ce moment-là, l'investissement va commencer à baisser. Voilà, donc il y a aussi cette dynamique de répartition des revenus qui vient s'ajouter à cette dynamique financière. Et donc tout ceci va mener à la contraction avec une hausse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire du taux d'intérêt quand on enlève l'inflation, nette de l'inflation, donc baisse de l'investissement, stagnation des salaires, baisse du prix de l'énergie et des matières premières. Et là, à ce moment-là, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont absolument chercher à se désendetter. C'est ce qu'on appelle la déflation par la dette. Ça avait été très bien théorisé par Irving Fisher dans les années 30. Voilà. Et donc on repart, et puis à chaque fois, on repart avec un résidu de dette impayée pour les entreprises. Et à chaque fois, dans ce processus, la part des salaires finit par baisser. Voilà, ça c'est pour la théorie. Maintenant, je vais vous parler de zombies. Parce que ce qu'on appelle des économies zombies avec Steve Keen. Alors, on a deux critères. De l'analyse de Minsky, on a déduit deux critères. Le premier critère, pour détecter une économie zombie, c'est que le ratio entre la dette privée, c'est-à-dire la dette des ménages, et la dette des entreprises, est supérieur ou égal à 150%. D'où nous viennent ces 150%? Ils nous viennent de quelqu'un qui s'appelle Richard Weig, qui n'est pas un économiste, qui est un praticien. C'est quelqu'un qui a exercé à la City, à Londres, pendant une vingtaine d'années, et qui a théorisé ce ratio dette privée sur PIB. Donc, pour Richard Weig, les pays entrent dans des difficultés quand le ratio dette privée sur PIB est supérieur ou égal à 150%. C'est un constat empirique. Ça n'est pas quelque chose de théorique. Et puis par ailleurs, ce qu'on a ajouté avec Steve, mais qui correspond au bon sens, deuxième critère, c'est quand la croissance de la dette est supérieure à la croissance du PIB. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la dette dans l'économie augmente plus vite que la richesse. Ça veut donc dire qu'à un moment, il y a un certain nombre de ménages et un certain nombre d'entreprises qui ne seront pas en mesure de rembourser les dettes qu'ils ont contractées.
Donc on utilise ces deux critères pour distinguer les économies zombies. Et là, on vous dit qu'il faut distinguer deux types de zombies. Les économies qui ont déjà été zombifiées, c'est-à-dire celles qui étaient zombifiées avant la crise, et en particulier les États-Unis d'Amérique, mais pas seulement. Donc ce sont des économies où on avait ces deux critères avant la crise, où on a eu l'effondrement, et où ensuite le taux de croissance du crédit est tombé plus bas. Par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, le taux de croissance du crédit est de l'ordre de 6% par an. Avant la crise, il était de l'ordre de 15% par an. Voilà. Donc les économies déjà zombifiées sont moins dangereuses, elles sont même inoffensives par rapport aux économies en cours de zombification. Et ces économies en cours de zombification, on les a détectées. Donc là, vous avez un graphique avec en abscisse le ratio dette privée sur PIB, c'est-à-dire notre premier critère, et en ordonnée le taux de croissance du crédit en pourcentage du PIB sur les 2 années qui précèdent. Et vous voyez que dans ces pays à risque, vous avez l'Irlande, Hong Kong, l'Irlande complètement folle, 25% de taux de croissance du crédit par an, alors que le taux de croissance du PIB est artificiellement élevé lié à une astuce comptable, parce qu'il y a beaucoup de firmes multinationales qui déclarent leur activité en Irlande, alors qu'en fait, elles ont produit ailleurs, elles le déclarent en Irlande parce que l'Irlande a un taux d'impôt sur les sociétés extrêmement faible. Donc l'Irlande se trouve dans une situation difficile, et en Europe, c'est probablement l'économie qui pourrait nous amener à la crise. Donc vous avez l'Irlande, Hong Kong, la Norvège, la Suède, le Canada, l'Australie, la Corée, Singapour qui est à la limite. Vous voyez que la France n'est pas encore dans la zone de danger, mais depuis qu'on a publié cet article, on a regardé les dernières données, et hélas, on s'en approche. La France est en train d'évoluer et de rentrer dans cette zone de danger. Alors, il y a la Chine dans les économies qui posent problème, et en Chine, le gouvernement fait ça un problème quasiment insoluble. Toute la croissance chinoise, en tout cas une grande partie de la croissance chinoise, est tirée par une gigantesque bulle immobilière. Or, si le gouvernement décide demain qu'il faut mettre fin à cette bulle immobilière, les Chinois vont se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Pour autant, nous ne pensons pas que la prochaine crise financière viendra de Chine, pour la bonne et simple raison que là-bas, les banques sont essentiellement détenues par le gouvernement, et le gouvernement pourra décider unilatéralement d'annuler une grande partie des dettes privées. Ça peut se faire de manière assez simple dans ce pays. C'est plus compliqué dans les autres pays, et en particulier en Irlande, qui sont quand même des pays démocratiques. Donc voilà les pays. On ne peut pas dire de quel pays précisément viendra la prochaine crise. Selon nous, il est clair que cette crise viendra d'un de ces pays qui remplissent ces deux critères que j'ai soulignés tout à l'heure. Donc taux de croissance du crédit et dette privée sur PIB supérieure ou égale à 150%. Donc voilà, donc je vous en ai donné la liste de ces zombies en devenir qui peuvent poser problème. Alors on a aussi la France, comme la Suisse d'ailleurs et les Pays-Bas, se trouvent dans une zone intermédiaire. La France est en train petit à petit de monter vers cette bulle de danger. Donc on verra ce qu'il en est. Peut-être que dans quelques mois, on y sera. Voilà. Alors, dernier point. Donc la question pour nous n'est pas de savoir d'où viendra cette crise. On est prêt à prendre les paris sur cette liste de pays. La question pour nous, c'est de savoir quand est-ce que cette crise va se déclarer. Quand est-ce que cette crise va se déclarer ? Et on utilise des modèles qui sont un peu plus compliqués que les modèles qui sont utilisés par la plupart des économistes, mais ce sont des modèles complexes. Et hélas, dans les modèles complexes, c'est un peu comme en météo. Les modèles de météo sont des modèles complexes. On peut prédire l'évolution à très court terme, on peut prédire l'évolution à quelques semaines, mais on ne peut pas prédire l'évolution à 6 mois, à 10 mois. Donc on sait que ça arrivera. Pour nous, ça tiendra encore au maximum une trentaine de mois et au minimum 6 mois. Parce que l'évolution est complètement inquiétante, qu'elle est affolante, et on est prêt à prendre les paris. Je suis prêt à prendre les paris,
Et je suis à peu près sûr que les gens qui sont assez fous pour parier là-dessus perdront beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'on pourrait l'éviter, cette crise? En théorie, oui. En théorie, on a les outils pour éviter la prochaine crise. Et on recommande, par exemple, avec Steve Keen, ce qu'on appelle un jubilé moderne de la dette. En quoi ça consisterait? Vous savez qu'autrefois, on avait des jubilés de dette. Historiquement, à des intervalles réguliers, on annulait toujours les dettes privées, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les latitudes. Sous nos latitudes, ça s'appelait un jubilé. Ça se faisait sous l'autorité de l'Église. Donc, nous, on serait pour un jubilé moderne de dette, consistant pour la Banque centrale à injecter des liquidités auprès des entreprises qui sont surendettées ou auprès des ménages qui sont surendettés, à condition que les ménages ou les entreprises concernées s'engagent en contrepartie à rembourser la dette qu'ils ont déjà contractée, parce que ça évitera que ces entreprises en particulier, au lieu d'investir, ne consacrent l'essentiel de leurs ressources à rembourser leurs dettes passées. Il faudrait aussi, pour éviter cette prochaine crise, une réforme bancaire d'ampleur, et en particulier séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Hélas, ça n'est pas dans les tuyaux. C'était l'une des promesses de Donald Trump. Il a rayé ça d'un trait de plume une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Vous savez aussi qu'en France, c'était l'une des promesses de François Hollande, et que la réforme bancaire a fait rigoler tout le monde, y compris le secteur financier. Donc la réforme bancaire n'arrivera pas. Le jubilé moderne de la dette n'est pas dans les tuyaux. Dernière solution possible, rendre les dépenses publiques contracycliques, c'est-à-dire quand vous êtes en bas du cycle, on augmente les dépenses publiques et on baisse les impôts, et quand on est en haut du cycle, on fait le contraire. On baisse la dépense publique et on augmente l'impôt. Or aujourd'hui, on a des États qui font exactement le contraire. Et on a vu le résultat de ces politiques en Irlande, en France, en Italie et dans d'autres pays. Le résultat de ces politiques, ça peut marcher si vous êtes seul à les faire. Si tout le monde fait la même chose en même temps, tout ce que ça fait, c'est que ça comprime la demande. Et donc, ça aggrave la situation économique. Donc, les solutions existent, mais elles ne sont pas mises en œuvre par nos gouvernements. Et pire, les derniers traités, justement, le fameux pacte budgétaire qui a été adopté en 2013 en Europe, pousse les pays à mener des politiques budgétaires procycliques. Avec ce traité, mieux ça va, plus vous pouvez faire de dépenses publiques et plus vous pouvez baisser les impôts. Alors justement, c'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est-à-dire quand ma voiture roule trop vite, il faut appuyer sur le frein. Quand ma voiture roule trop lentement, j'accélère. Or, ces traités nous poussent à faire le contraire. Donc on pourrait éviter une nouvelle crise, mais aucune des solutions dont je vous ai parlé ne va être mise en place. Donc hélas, pour nous, une crise est inévitable. Voilà, donc on m'a demandé de faire bref. Ces traités ne seront, enfin ces solutions ne seront pas mises en œuvre. La crise me paraît inévitable. Et comme on m'a demandé de faire bref, on va passer aux questions, je pense. Merci.